Très chers amis amateurs de thé francophone, bonjour. Bienvenue chez moi, Stéphane Herler. Je suis le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Nous continuons cette semaine notre cours sur les houblons de haute oxydation ainsi que les thés rouges complètement oxydés. Nous allons finir ce cours la semaine prochaine et aujourd'hui donc nous sommes à notre avant-dernier thé. Sniff sniff, c'est bientôt fini. Non, ça va continuer par après, ne vous en faites pas. Dans 2 semaines, donc, je pense faire un cours sur l'empereur Huizong. Cette semaine, j'ai mis pas mal d'articles sur mon blog à propos de cette biographie d'un empereur très particulier. Un empereur qui a perdu la moitié de son royaume, qui a fini en captivité, qui est mort en captivité même, et qui est un empereur un peu maudit, où on se demande est-ce qu'il n'aurait pas pu faire mieux, est-ce que c'est parce qu'il était un grand amateur de thé, un poète, un calligraphe, un peintre, est-ce pour cela qu'il a échoué à bien conserver son royaume? Et donc ça m'a vraiment intéressé cette biographie qui est en anglais. J'en ai fait plusieurs articles en anglais sur mon blog et comme c'est en anglais, je vais également en faire un cours en français dans 2 semaines. Donc si vous n'arrivez pas à lire la langue de Shakespeare, ne vous en faites pas, on en parle dans 2 semaines. Et aujourd'hui, donc nous parlons d'un thé rouge qui nous vient du centre de Taïwan, qui vient de la région du Sun Moon Lake, donc le lac soleil lune. Ce thé, c'est le Honghu. Alors Honghu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rouge jade, jade rouge. En fait, c'est le nom pour la pierre précieuse qu'on appelle rubis. Le rubis, qui est une pierre rouge, alors que la jade, c'est une pierre verte. Donc, mais c'est également la jade, c'est la pierre la plus appréciée des Chinois. Donc, on essaie en donnant le nom de jade rouge pour le rubis, c'est une manière vraiment d'élever le rubis, quoi. Et ce thé est également connu sous le numéro 18. Thé numéro 18. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On se rappelle qu'on a également des thés qui ont des numéros, comme le Jinchuan numéro 12, le Tsueyu Jade, qui lui a le numéro 13. Donc là, le numéro 18, il a été donc inventé plus tard. Les jade et Jinchuan ont été inventés dans les années 80. Celui-là a été inventé dans les années 1999 par le TRES, par le Taiwan Research and Extension Station, donc le centre de recherche de thé de Taïwan, qui est donc un centre qui fait de la recherche sur le thé. C'est également eux qui servent de juge pour la fameuse compétition de Dongding, dont je vous rebâche les oreilles à longueur de journée. Et puis, dans une de leurs autres fonctions, c'est de découvrir de nouveaux thés en faisant des croisements. Et donc, ce Honghu numéro 18, c'est un thé où ils ont croisé un Assam de Birmanie, un thé birman, avec un thé sauvage taïwanais. Et ils ont trouvé que ce thé, il apporte des choses que l'Assam n'avait pas et que le thé sauvage de Taïwan n'avait pas non plus. Et en combinant les deux, c'était mieux que chacun pris séparément. Et donc, ils l'ont mis sur le marché pour que les fermiers de Taïwan puissent acheter ces plants et en faire des plantations. Et donc, les fermiers qui se sont servis de ce cultivar numéro 18, ce sont surtout donc les fermiers qui habitent dans des régions propices au thé rouge. Et les régions propices au thé rouge à Taïwan, c'est donc surtout cette région de Sun Moon Lake où on faisait déjà du thé rouge durant la période japonaise. Donc en fait, c'était surtout dans les années 20, 30 et jusqu'à 45, puisqu'après ils sont partis de Taïwan. Et également sur la côte est,
C'est ce que je vous avais expliqué il y a 2 semaines à propos du thé rouge fait à partir du cultivar Dai Oolong sur la côte est. En fait, on fait également du Hongyu, ce thé rubis, sur la côte est, parce qu'elle convient vraiment très bien au thé rouge. Il peut faire vraiment très très chaud, très très humide avec l'influence du Pacifique. Et c'est plus difficile de faire des oolongs où on a besoin d'une certaine fraîcheur en fin d'après-midi. Mais pour le thé rouge, c'est parfait. Et donc également, Sun Moon Lake, on est dans la région de Nantou. C'est la seule région à Taïwan qui n'a pas de contact avec la mer. Donc c'est vraiment la seule région qui est dans les terres. Elle est de l'autre côté, du côté ouest. Elle comprend parfois des montagnes, mais Sun Moon Lake se situe à un niveau élevé, mais pas encore, on n'est pas encore à 1000 mètres, on doit être aux alentours de 500, je pense. Et il fait également très très chaud en été. Ce thé-là a été récolté mi-septembre de l'an dernier, 2022. On va tout de suite préchauffer notre gaiwan maintenant pour le faire. Et on peut le sentir, effectivement, il a déjà certains thés n'ont pas beaucoup d'odeur quand on les sent à sec, mais celui-là, on arrive déjà à le sentir, très épicé, une petite note de menthe qui est sympa. Et puis on voit que ce sont des feuilles simples, donc une seule feuille, pas plusieurs feuilles en même temps. Elles sont légèrement torsadées, assez fines, hein, une récolte de qualité. On ne l'a pas récolté trop vieux, les feuilles trop larges. C'est une récolte de qualité. Parfois on voit des petits bourgeons un petit peu orangés sur certaines feuilles, mais on est donc dans une période en septembre où il fait encore très très chaud à Taïwan et à Sun Moon Lake. Donc c'est une saison qui convient très bien pour faire du thé rouge qui a besoin de chaleur et d'humidité pour faire une oxydation totale. C'est un thé qui est... en théorie, on peut faire tous les sortes de thé avec les cultivars. Donc on a vu qu'avec le Dai Oolong, on pourrait faire du Oolong, mais on fait également du thé rouge. Avec certains, comme le Qingxing Dapang, on en fait même du thé vert, on en fait du Oolong et on en fait de la beauté orientale, parfois on en fait même du thé rouge. Mais le Hongyu, ça c'est un cultivar qui vraiment a été créé pour faire du thé rouge. On n'en fait pas du oolong ou du thé vert. Même quand on en récolte au début du printemps ou bien en hiver, c'est pour faire du thé rouge. Parce que c'est vraiment ce pourquoi il est le meilleur. Il est vraiment bien fait pour ça. Alors, on n'en prend pas trop de feuilles, parce que c'est quand même un thé très très puissant, vu que c'est un mélange de Assam et d'un thé sauvage. On le fait en porcelaine, ça c'est, même si vous voulez le faire le mieux possible, la porcelaine ça reste le meilleur matériau pour le faire. J'utilise une eau qui vient juste de bouillir, parce qu'on est un petit peu en train de l'étudier, donc on est plutôt en mode test. Et certains diront ah mais en fait si je le fais avec une eau un petit peu plus à température plus basse, j'obtiens des meilleurs résultats. Peut-être, ça c'est à vous de voir si vous êtes très sensible ou non à ce caractère puissant et très plein en bouche. Mais sinon, il y a possibilité de faire avec moins de feuilles
mais quand on réduit la température, en fait, on, on rate quelque chose, quoi. C'est comme si j'éteignais les lumières. Hein, du coup, vous me verriez avec une peau beaucoup plus nette et peut-être que j'aurais l'air plus jeune. Donc on arrive à enlever des défauts quand on baisse la température. En mettant la température au maximale, c'est là qu'on peut également voir tous les défauts et que le caractère vraiment il s'épanouit le plus. Donc c'est pour ça que j'aime quand même tester ces thés avec une température maximale. Et effectivement, ensuite, s'ils sont vraiment pas à votre goût, là vous pouvez les infuser un petit peu plus à température un peu plus basse. Mais si on arrive à les réussir à température élevée, à température avec de l'eau bouillante, c'est là qu'ils sont les meilleurs. C'est là qu'on a réussi à sortir tout leur potentiel. Et là, on voit une belle couleur, bien transparente, très brillante également. Cette fois-ci, on voit pratiquement pas de rao, donc il y a pas de, vous ne verrez pas de petits poils sur la surface du thé, donc il y en a beaucoup moins de bourgeons. Là, vous voyez la belle couleur foncé, orange foncé. Les odeurs sont intenses. On a du clou de girofle, un peu de un côté un petit peu de cannelle aussi et menthe. Et là, on a effectivement tout de suite un petit côté un petit peu astringent quand même qui donne de l'ampleur en bouche. C'est pas un thé léger, hein, ça c'est un thé puissant, c'est un thé qui convient surtout le matin, je dirais, et mais il a plus de finesse, il a plus d'odeur intéressante je dirais qu'un Assam traditionnel. Et donc quand on va dans cette région de Sun Moon Lake, où on trouve encore différents cultivars, on trouve de l'Assam, du Rongyu et du Ronghun dont on parlera la semaine prochaine. Ce Ronghu se situe à un prix supérieur à l'Assam parce que donc, ce cultivar a essayé d'améliorer ce genre de thé rouge en le combinant avec un cultivar sauvage taïwanais. Et ma foi, c'est très différent de ce qu'on a pu voir les semaines précédentes. À la rigueur, ça nous rapproche un petit peu de nouveau du du thé rouge qu'on avait fait à partir de Qingxing Oolong à Alishan, parce que c'est de nouveau un thé complètement oxydé. Mais donc celui-ci ne joue pas du tout sur le fait qu'il ait été mordu ou non par les insectes. Ils n'interviennent pas pour la production de ce thé-là. Mais c'est quand même un thé rouge qui est haut de gamme parce que il est fait avec des feuilles complètes. Hein. Ça, on peut le voir. Elles sont bien rouges, bien complètement oxydées. Et ce sont des feuilles simples, donc cueillies une à une. La tige est assez fine. Elles ont été cueillies aussi. Et donc, quand les feuilles ne sont pas coupées, il y a une douceur naturelle. Hein. Plus une feuille est coupée, plus il va y avoir de l'astringence et de l'amertume. Là, comme on a vraiment des feuilles qui sont travaillées les unes chacune indépendante, sans les couper, en tout cas pas intentionnellement. Parfois, dans les fins de sachet, avec le transport, il peut y avoir des cassures, mais ces cassures se font plutôt par après, hein, parce que c'est quand même un petit peu fragile. Mais au départ, il y a très peu de feuilles brisées, et ça nous donne aussi un goût qui est bien plus naturellement doux que les thés rouges bas de gamme qui sont très souvent coupés pour faciliter l'oxydation, parce que ça va plus rapide, c'est plus rapide d'oxyder complètement des petits bouts que des bouts entiers.
Et donc là, ça demande un certain savoir-faire, ça demande des machines aussi pour les malaxer lors de la production. Et ça nous permet de boire ce thé sans ajouter de sucre. Voilà, donc assez plein en bouche, beaucoup de longueur, des épices assez variées, clou de girofle, cannelle, un peu de fruits rouges aussi, et cette note un petit peu mentholée en même temps. Donc un thé intéressant à découvrir qui a été créé donc il y a bientôt 25 ans et qu'on trouve surtout à Taïwan vu qu'il a été créé à Taïwan. Je vous remercie pour votre attention et on se dit alors à la semaine prochaine pour notre dernier cours sur les thés rouges et le thé à haute oxydation. Bye bye.